Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La musique salsa. Cuba, musique et société. Rencontre des musiques. Il est connu de tous que la musique cubaine trouve son identité dans le métissage. En effet, Espagnols et Africains marient sur le sol cubain leur musique pour donner naissance à ce que Fernando Ortiz appelle la musique afro-cubaine. 2. Les Espagnols emportent avec eux leur musique péninsulaire de divertissement ainsi que leur musique liturgique. Cet apport hispanique se manifeste surtout dans les zones rurales où les paysans espagnols se réunissent pour jouer du luth ou de la guitare, danser le zapateado et chanter des décimas. Ils engendrent aussi des genres tels le olero, le punto guariro. Tandis que les esclaves africains, divisés en 3 ethnies, les Lukyumi Yoruba, les Kongos Bantous et les Karabalis Calabar, amènent avec eux leur musique sacrée. Les premiers viennent des territoires de l'ancien Dahomey, du Togo et du sud-ouest du Nigeria. Leurs principales percussions sont les tambours bata. Les deuxièmes appartiennent à la communauté linguistique des Bantous et viennent de la région comprise entre le fleuve Congo et le sud de l'Angola. Leurs percussions sont les tambours yuka. Enfin, les troisièmes forment l'ensemble d'une communauté abakoua, de l'est du fleuve du Niger, du vieux Calabar. Il s'agit avant tout d'une société secrète qui ne dévoile jamais ses coutumes rituelles. La politique esclavagiste regroupe les esclaves dans des cabildos, sorte de confréries religieuses. Dans ces conditions, ils sont forcés d'adopter la religion catholique, ce qui produit par la suite un syncrétisme religieux, lequel consiste en une sorte de superposition de 2 religions. En effet, les esclaves n'acceptent pas cette conversion et continuent à prier leur Dieu et à pratiquer leurs rituels en faisant croire aux Espagnols qu'ils prient leur saint, alors qu'en réalité, pour eux, à chaque saint correspond un dieu africain. De la même manière, leurs pratiques culturelles et religieuses se transforment sur le sol américain. L'ethnie majoritaire étant celle des Lukyumi, leur religion Yoruba va être, de par ce phénomène, à l'origine de la religion cubaine appelée Santeria où la musique, le chant et la danse sont les principaux éléments. La musique est donc bien présente dans chacune de ces cultures où le rapport à la musique, lui, est différent dans chacune d'entre elles. En prenant en compte la distinction entre musique profane et musique sacrée, l'on s'aperçoit que, contrairement aux Espagnols, la musique joue chez les esclaves africains un rôle fondamental dans leur rapport à la religion. Ainsi, ils expriment leur souffrance quotidienne et leur sentiment d'injustice au rythme des percussions, celle-ci étant un moyen de rentrer en contact avec leur Dieu. En 1823, les esclaves africains ont l'occasion de s'exprimer lors de l'épiphanie à travers des comparsas qui sont des groupes carnavalesques représentant chacun un quartier différent et qui, lors de leur défilé, doivent montrer qui est le meilleur. En fonction de la politique du moment, ces manifestations publiques sont, au fil du temps, interdites puis réhabilitées. Les musiques commencent à s'entremêler. Les influences mutuelles s'opèrent pour donner des hybrides comme le contrapunto ritmieo qui vient du contrapunto espagnol ou encore la fameuse rumba brava, genre chanté et darisé privilégié par le groupe Congo Bantou. Naissance des musiques cubaines. Dans cette rythmique s'inscrivent de nouveaux instruments, dont la clave qui consiste en 2 morceaux de bois qui étaient à l'époque coloniale des chevilles de navire. Il s'agit de 2 bâtons de bois que l'on frappe l'un sur l'autre. La clave a beaucoup d'importance dans la musique cubaine, parce qu'elle unifie la musique pour maintenir une harmonie d'ensemble. La rumba fait partie des musiques de divertissement. Elle servait de défouloir et de moyen d'expression pour les couches les plus pauvres et les plus marginalisées de la société. Dans le cas de la rumba, du point de vue musical, il s'agit d'un compas spécifique qui se traduit dans la partition de la manière suivante, ici clave 3/2. La contradanza fait son apparition à Cuba, lorsque la révolution d'Haïti éclate et que de nombreux Français parviennent à s'échapper et à s'exiler avec leurs domestiques africains à Santiago de Cuba. Ils apportent ainsi à l'île de nouvelles musiques et de nouvelles danses issues des bals de la cour de Louis XIV. Parmi lesquels la contredanse, originaire d'Angleterre est appelée country dance. La contredanse est une musique qui va avoir une grande influence dans l'évolution de la musique cubaine, car les militaires vont s'en inspirer et la mélanger avec des modèles africains de l'île de Saint-Domingue pour créer le danzón, qui évoluera surtout à La Havane, donnant naissance aux orchestres à vent typiques de Cuba.
Un autre genre musical appelé son prend racine à Santiago de Cuba. Le premier, désigné son de la Mateodora, remonterait à l'année 1586. Selon Saul Escalona, il apparaît que, pendant quelques années, après l'abolition de l'esclavage 1882 à 1886 et l'indépendance 1898, le commerce illégal des esclaves continua. Ainsi les Noirs esclaves ou libres n'étaient pas admis dans les salons ou les clubs. Les conditions sociales et culturelles auxquelles ils étaient soumis les placèrent à un rang inférieur aux Blancs qui leur refusaient leurs nouveaux droits. Dans ces conditions, ils commencèrent à exprimer leurs sentiments d'injustice et leur façon de vivre dans les cabildos ou confréries religieuses. C'est ainsi que sont nés les premiers groupes musicaux nommés agrupaciones de son, qui furent organisés dans plusieurs barrios de la Havane de 1909 à 1925. Un fait purement politique fait que le son originaire de la zone orientale du pays se répand dans tout le territoire pendant l'année 1909, lors de la création de L', année permanente durant le gouvernement de José Miguel Gómez, suite à une résolution prise pendant la seconde intervention nord-américaine à Cuba. Dès son apparition à la Havane, le son connut un énorme succès lorsque les orchestres de danzón commencèrent à le jouer, surtout après 1920, après la création du Sexteto Habanero et plus tard du Septeto Habanero. Néanmoins, bien que connaissant un véritable succès, il n'est pas toujours bien vu par la haute société. Ignacio Piñero, célèbre musicien de son de l'époque, introduit la trompette, ce qui conduit le passage du son montuno au son habanero. Le son va avoir une influence sur tout le répertoire cubain. Des genres tels que le boléro, la guarira, etc., vont se transformer à son contact pour donner des tempos dansés. Surgissent alors des genres appelés boléro son ou boléro rythmico, guarira son pregón, rumba son. À ses débuts, le son est composé des instruments suivants. Tres, c'est une guitare à 3 ou 4 paires de cordes, güiro, bongo, guitare, maracas, marimbula, clave. Le son constitue un des genres de base de la musique cubaine. L'écriture de la clave de son, ici 3 à 2, voire figure ci-dessous, est légèrement différente de la clave de rumba comme le montre la partition suivante. Par ailleurs, il est intéressant de rappeler que Cuba subit pendant les années 30 une influence du jazz conduisant à la naissance des jazz bands. En effet, durant ces années, on assiste à une effervescence de rythmes qui fusionnent avec des orchestrations à tendance jazz, c'est là que naissent les descargas. Il s'agit de réunions de divers musiciens qui jouent selon leur inspiration, le but étant d'improviser à partir d'un thème. Un des personnages ayant marqué cette période est le célèbre musicien et chanteur Benny Moré. Isabelle Lemarie, se référant à ce personnage, signale que son vrai nom est Maximiliano Bartolomé Moré Gutiérrez, né en 1919 à Santa Isabel de la Lajas. Il grandit dans l'ensorcelante atmosphère de la rumba et des rituels yoruba et congos. Connu comme El Barbaro de Ritmo, il possédait un phrasé extrêmement personnel. Il concevait ses orchestrations d'instinct, interpellant ses musiciens sur scène pour leur donner du cœur au ventre et ponctuait ses prestations de mimique et de cris, mort en 1963. Plus tard, naîtront des conjuntos, tels le célèbre conjunto Casino de la Playa. Un autre conjunto important est celui d'Arsenio Rodríguez, car il joue un rôle décisif dans l'évolution du son montuno. En effet, en 1940, Arsenio Rodríguez fonde son propre groupe de son qu'il façonne progressivement selon son intuition. Il remplace le tres par le piano et introduit des trompettes et les congas qui jouent le rythme du guaguancó, un des rythmes de la rumba. Les auteurs classiques comme Bienvenido Julián Gutiérrez, Ignacio Piñero et Arsenio Rodríguez, et les interprètes comme le trompettiste Chapotin et le chanteur Benny Moré sont des figures déterminantes dans le développement du son cubain. Dans cette évolution apparaît le danzón de nuevo ritmo, nouveau genre musical, popularisé par Orestes Cachao López qui fait partie du groupe Arcaño y sus Maravillas. Un nouveau rythme qui s'inspire du danzón de nuevo ritmo, et qui est appelé Diablo, né du génie d'Arsenio Rodríguez. C'est dans les traces d'Antonio Arcaño y sus Maravillas qu'Arsenio Rodríguez met ses pas, quand il intègre au danzón déjà ritmo nuevo une nouvelle dose d'éléments venus des montuños du son. Le nouveau style se nomme Diablo, poussé par la tumbadora, la syncope du piano, les trompettes jouant du jazz,
tandis que le 13 d'Arsenio souligne le rythme et avance vers le style mambo. Après l'évolution du danzón de nuevo ritmo par Arsenio Rodríguez, apparaît le mambo que l'on peut définir comme un montuno ou estribillo, constitué d'une série de syncopes. Il comporte plus d'éléments du son et de rumba que du danzón de nuevo ritmo. C'est Arsenio Rodríguez qui a le plus influencé son apparition. À l'inverse du son et de la rumba qui ont atteint dans les années 30 un énorme succès, la musique de Pérez Prado ne plaît pas beaucoup aux Cubains. Ils trouvent le rythme trop rapide et trop jazz pour pouvoir être dansé, comme le souligne Ivan Martinez, danseur et chorégraphe de danse populaire afro-cubaine. C'est pourquoi Pérez Prado va s'exiler au Mexique puis aux États-Unis dans l'espoir d'y être reconnu. C'est là que l'on voit l'importance de la danse dans cette société comme l'illustre Odette Casamayor. Musique, danse, fête, une triade fondamentale dont le fil conducteur est d'une certaine façon le rythme. Le rythme est un concept primordial pour les musiciens cubains parce qu'il contribue à rassembler les gens pour la jouissance, ce qui est leur but majeur lorsqu'ils jouent de la musique. À Cuba, la création musicale est essentiellement communautaire et les musiciens composent en pensant toujours aux danseurs, leur public principal. En somme, un musicien cubain, quand il compose sa musique, doit toujours faire en sorte que celle-ci soit propice à la danse. Le cha-cha-cha en est lui aussi un exemple. Cette musique aurait été calibrée pour les danseurs. En effet, les pas qu'il faisait sur le danzón de nuevo ritmo, également appelé danzón mambo, tombaient sur les syncopes de la musique et non sur les temps. C'est pourquoi Enrique Jorrín du groupe Arcano y sus Maravillas, qui crée sa propre formation en 1954, s'attache donc à en simplifier la forme en introduisant dans le danzón syncopé 2 demi-croches qui donnent 1,2 et 1,23 et écrit des mélodies intégrant le moins possible de syncope. Dès lors, les danseurs peuvent s'appuyer sur la mélodie qui leur sert de repère tandis que l'accompagnement orchestral, lui, reste truffé de syncope. Cependant, il existe une polémique quant à l'inventeur du cha-cha-cha, à savoir, d'autres musiciens comme le violoniste Musiquita, souligne que l'initiative de cette évolution rythmique revient au joueur de güiro Gustavo Tamayo qui un jour déplace l'accent en suivant les pas des danseurs. Mayaroy ajoute, l'orchestre surpris enchaîne et les danseurs ravis emboîtent le pas. Création de nouveaux rythmes. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba et décrète des mesures contre les intérêts des États-Unis. Ce dernier, appuyé par l'OEA, Organisation des États américains, décide un embargo qui se maintient encore de nos jours. Par conséquent, ceci conduit au niveau musical à l'interdiction de commercialiser les musiques cubaines. D'autre part, de nombreux musiciens s'exilent aux États-Unis. En 1960 apparaît la pachanga, nouveau genre musical créé par Eduardo Davidson. En 1969, Luis Formel crée Los Van Van. Le nom du groupe est dû au contexte politique du moment, comme le souligne Mayaroy. La campagne politique pour atteindre les 10 millions de tonnes de canne à sucre bat son plein et il choisit le nom de Van Van qui anticipe à la fois le succès de la campagne et celui du groupe, ça va marcher. Son but est de créer une musique aux sonorités différentes. Il veut faire danser grâce à l'efficacité du rythme par incantation et contagion avec une formation sans virtuose ni solo brillant. C'est ainsi qu'il parvient à créer le son go, qui correspond musicalement plus ou moins à une variante du son. Los Van Van inspire par ailleurs Manuel Simonet dans la création du groupe Manolito y su Trabuco. Ces deux groupes sont actuellement des références dans le répertoire musical cubain. Les années 1980 sont marquées par l'arrivée de nouveaux groupes tels Le Son 14 et Adalberto Alvarez, l'orchestre Iraquer. Ils touchent essentiellement les jeunes générations avec une musique plus moderne. Au milieu de cette décennie surgit ce que l'on appelle le despelote, à savoir un courant de musique dynamique et frénétique, très apprécié des jeunes générations pour défouler les frustrations quotidiennes. En 1983, Los Van Van leur dédie leur tube Por encima del nivel qui permet justement de s'adonner à toutes sortes d'excentricités au niveau de la danse. Également, dans cette décennie, Juan Formel et Los Van Van font surgir la timba, musique d'une très forte composante rythmique qui prend son envol une décennie plus tard. Le chroniqueur Jack El Oso précise que la timba a longtemps nié son appartenance à la salsa, décriée comme une musique américanisée, pour finalement adopter cette appellation lors de l'explosion de sa popularité dans le monde entier.
New York, musique et société. Naissance du Cubop. Aux États-Unis existent quelques orchestres de musique tropicale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.